Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur, est-ce que vous pouvez accepter tous les jeunes pour qu'ils soient accompagnés? Alors, c'est une question qui des fois tombe sous le sens et pourtant, des fois, vous pouvez accepter des jeunes qui ne peuvent pas être accompagnés justement. Alors, comment on s'en aperçoit? C'est difficile au début de poser un diagnostic, mais c'est important de le reconnaître relativement rapidement pour éviter que votre accompagnement tombe dans un cul-de-sac. Voilà. Donc, on va voir tout ça sur est-ce que on peut prendre tous les jeunes, et vous verrez que c'est pas forcément les jeunes. Quand on refuse des jeunes, c'est pas forcément ce que vous croyez. Voilà. Avant de continuer, je vous rappelle que vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Alors, quand je parle de peu ou pas d'expérience, c'est en marketing et pas forcément aussi en, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience de coaching scolaire derrière, bien entendu. D'accord. Donc quand vous commencez le coaching scolaire, vous êtes diplômé, vous êtes incompétent, vous n'avez jamais accompagné un jeune, et pourtant vous êtes diplômé. Voilà. Donc ça s'adresse aussi à ces personnes qui n'ont pas ou peu d'expérience, qui ont un diplôme de coaching ou de coaching scolaire, et qui ont besoin de commencer. Voilà. J'en dis pas plus et c'est parti. Alors, déjà, avant de répondre à cette question, il me paraît utile de répondre à la question sur qu'est-ce que le coaching scolaire. Bon, là où j'ai oublié le point d'interrogation. Pardonnez-moi pour ces petites choses-là, ces petites coquilles des fois qui glissent. Alors, qu'est-ce que le coaching scolaire? Ce qu'on va dire, c'est que par rapport à ça, c'est l'attente des parents. C'est-à-dire que les parents, quand vous acceptez un jeune dans un accompagnement de coaching scolaire, les parents attendent malgré tout, même si c'est pas verbalisé, une amélioration de la scolarité de l'enfant. Donc si par exemple vous faites du coaching de ce que j'appelle le type 3, c'est-à-dire quand vous faites une transformation, votre job c'est d'identifier et de lever tous les blocages d'apprentissage pour, in fine, avoir un changement de comportement et une meilleure scolarité. Et quand vous faites du coaching de type, ce que j'appelle de type 2, moi, c'est quand vous apportez une meilleure méthode de travail. Ce sont ces jeunes qui sont un peu paumés, qui manquent de méthode de travail, qui sont un petit peu brouillons, et donc vous êtes là pour amener une meilleure méthode de travail. Là aussi, les parents ne vous payent pas pour des méthodes de travail, ils vous payent parce que ils attendent quand même malgré tout, là aussi, même si c'est pas verbalisé, des résultats avec une meilleure scolarité. Des fois, vous pouvez avoir des parents qui vous disent ah oui, ce lui a fait du bien, mais après vous n'aurez pas vraiment de bouche à oreille si vous n'avez pas de résultats tangibles. Donc, pensez que les parents attendent malgré tout des résultats qui se traduisent par une meilleure scolarité, une augmentation des notes, même si, je le rappelle, vous ne promettez pas une augmentation des notes et vous ne promettez pas forcément, une scolarité qui va décoller, d'accord, Donc soyez prudents par rapport là-dessus. Donc j'ai déjà abordé ce sujet. Voilà. Mais vous avez cette attente des parents. Et quand vous avez une attente des parents, il faut que vous ayez un environnement d'accompagnement favorable, à savoir pas d'éléments qui puissent perturber l'enfant durant son accompagnement, dans l'accompagnement. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc vous devez accompagner l'enfant du moment où on ne travaille que sur des problèmes d'apprentissage. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres éléments qui viennent se greffer autour et qui viennent quelque part un petit peu polluer le travail de votre accompagnement. Alors vous me direz, mais quels sont les éléments qui perturbent? D'abord, quand vous avez un enfant qui suit une thérapie,
pourquoi pas, hein, d'accord, ça n'empêche pas. Mais par moment, vous avez des enfants qui ont eu un choc émotionnel, et donc je pense par exemple des enfants qui ont été abusés, voilà. On en a dans le collectif, on en a vu. Donc ça crée quand même malgré tout un choc émotionnel. Et donc vous pouvez lever les blocages d'apprentissage. Ce sont ces chocs émotionnels et donc la thérapie qui fait que ça bloque votre travail. Donc quelque part, quand vous avez, si vous voulez, un enfant qui a eu ces chocs émotionnels-là, il est fort probable que vous pouvez lever tous les blocages d'apprentissage du monde, vous pouvez être le meilleur coach du monde, vous ne pourrez pas avoir de résultats concrets selon l'attente des parents. Alors vous pouvez toujours, comment dirais-je, accepter l'enfant, d'accord? Vous pouvez pas dire bah non 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 non. Vous pouvez toujours l'accepter. Alors en général, on le découvre durant l'accompagnement. Mais ce qui est important de dire aux parents, bon voilà, votre enfant suit une thérapie suite à tel problème, c'est relativement lourd. Moi, je travaille uniquement sur les blocages d'apprentissage ou sur des problèmes d'organisation de travail, pas plus. Mais sachez, chers parents, que ces chocs émotionnels ou ce choc émotionnel qui justifie une thérapie, quelque part, c'est aussi une des causes du problème que rencontre votre enfant à l'école. Voyez. Donc c'est pas forcément, quand je dis ici accepter, c'est pas forcément rejeter, bien entendu, mais de le dire. Donc est-ce que, chers parents, là on continue est-ce que vous êtes d'accord pour continuer l'accompagnement ou pas? Vous avez aussi des enfants sous médicaments dépression. Donc alors là aussi c'est sûr que c'est relativement difficile de travailler avec un enfant. On en a vu des ados sous médoc. Ça a donné quand même des résultats satisfaisants parmi les gens du collectif, mais c'est relativement difficile. Donc là aussi, dire aux parents, être clair avec les parents. Bon, votre enfant est quand même sous médoc, il souffre d'une dépression. Moi, je fais ce que je peux, mais par rapport à l'école, voilà, n'attendez pas non plus des résultats parce que justement cette dépression là, donc il est sous effet de médoc, a aussi son impact. Vous avez aussi les enfants manipulateurs, ça existe, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. C'est pas que des adultes, c'est aussi des enfants. Donc on estime à peu près leur nombre entre 1 et 2%. Donc ça existe. Donc là, faites attention. Là aussi, vous pouvez pas les repérer parce que c'est relativement difficile. Mais en général, ce sont des enfants qui vont s'amuser et surtout qui cherchent des victimes. Et dans les manipulateurs cherchent des victimes parmi les gens empathiques. Et donc l'accompagnement, le coaching, vous-même, vous avez besoin d'être empathique pour pouvoir accompagner un jeune correctement. Autrement, ça le fait pas. Évidemment, c'est complètement intrinsèque avec votre métier et c'est tout à fait normal. Donc, vous avez besoin d'être empathique, mais sachez que c'est un aimant aussi manipulateur. Voilà. Alors là aussi, ne paniquez pas. C'est pas la peine de passer les enfants sous le détecteur de mensonges, mais sachez que si votre accompagnement patine, si vous voyez des choses incohérentes, l'enfant vous ment, l'enfant est changeant, l'enfant vous accuse, eh bien peut-être que vous avez affaire à un enfant manipulateur. Dans ces cas-là, vous arrêtez l'accompagnement. Voilà. Vous avez aussi l'enfant qui ne veut pas. Ça arrive, des enfants qui ne veulent pas. Donc là, je vous renvoie aux très beaux études de cas que j'avais faites avec Hélène. Je vous mets le lien en description et vous avez la vidéo. Donc il se peut que vous avez des enfants qui ne veulent pas. Alors, ça arrive, donc dans le cas d'Hélène, je vous laisserai écouter l'interview, c'est l'enfant qui a dit directement à Hélène, non, j'ai pas envie d'être accompagné, je suis là parce que ma mère veut, mais moi je veux pas. Voilà. Donc normalement, vous dites, si tu veux pas, c'est pas la peine de continuer. Mais vous pouvez inverser la tendance, donc Hélène vous l'explique comment elle a fait et comment ça s'est produit.
Mais si d'aventure vous sentez que l'enfant ne veut pas, a des résistances, c'est que tout simplement vous n'avez pas réussi à créer la connexion avec lui pour diverses raisons. Et aussi peut-être que l'enfant est en conflit avec les parents, donc vous avez fait du mieux que vous avez pu. L'enfant ne veut pas, c'est pas la peine de continuer ou de le traîner. De toute façon, vous n'allez pas le convaincre. Donc, ce qui est important, c'est de créer la connexion. Donc, voilà. Donc là, je vous renvoie aussi une vidéo où comment créer une connexion avec l'enfant. Hein, la connexion se crée dès le départ. Hein. Vous ne créez jamais la connexion après. C'est toujours dès le départ. Voilà. Donc voilà. Donc si malgré tout vous avez essayé de créer une connexion, vous n'y êtes pas arrivé pour différentes raisons, indépendamment d'ailleurs de votre volonté, dans ce cas-là, c'est pas la peine de continuer. Vous allez au casse-pipe. Alors vous me direz, mais oui, mais quand même, et les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, est-ce que on peut accompagner des enfants ayant des troubles d'apprentissage? Alors, sachez que oui, tout à fait. Hein, donc, trouble d'apprentissage, qu'on appelle dyslexie, dyscalculie, HPI, etc. Alors, par rapport à ça, moi, je suis très réservé déjà. Hein, pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on appelle troubles d'apprentissage ne sont pas ça n'empêche pas d'apprendre. Hein. Je reprends la dyslexie. La dyslexie, c'était la difficulté à reconnaître les syllabes des mots et à écrire et à lire. Bon, c'est pas parce que vous avez de la difficulté à écrire que vous ne pouvez pas apprendre. Vous voyez. Donc, c'est pas un trouble d'apprentissage en lui-même. Vous pouvez apprendre même si vous avez un handicap. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait travailler avec un enfant, pareil pour la dyscalculie ou HPI, c'est autre chose. Mais vous pouvez tout à fait travailler avec un enfant qui a des troubles, qui a une dyslexie, etc. D'ailleurs, je vous renvoie à la très belle interview avec Meryl, qui reçoit quasiment que des enfants ayant des pseudo-troubles d'apprentissage. Voilà. Et sachez aussi que ces troubles d'apprentissage sont souvent surestimés par rapport à la réalité statistique. À peu près la statistique moyenne, par exemple pour la dyslexie, on compte dans le monde environ estimé, hein, là aussi c'est dur de dire avec certitude, mais de façon estimée, c'est 2%, entre 1 et 2% de la population. Voilà. Donc quand vous avez des classes où prétendument les enfants sont la moitié dyslexiques, il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème, vraiment un problème. Voilà. Donc ne vous laissez pas influencer. Les enfants vraiment dyslexiques, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, très souvent, hein, c'est des étiquettes que l'on colle. Alors vous me direz peut-être oui, mais les spécialistes, l'enfant a vu un spécialiste qui a dit que si vous avez des parents qui sont convaincus que leur enfant est dyslexique et qui font valider par un spécialiste, c'est ce qu'on appelle un biais. Hein, on induit un biais, un spécialiste et aussi un être humain. Et si vous cherchez quelque dyslexie que ce soit, vous en trouvez. Très souvent, hein, c'est des problèmes très souvent, c'est des lacunes de lecture et d'écriture qui ont été accumulées en primaire, et puis on fait passer ça sous la dyslexie. Voilà. Hein. Donc pas confondre les deux, d'accord? Donc ça n'empêche pas là aussi de retour qu'il y ait des vrais enfants dyslexiques, bien entendu. Donc voilà, faites attention à ça. Donc donc ces enfants ont également, comme je le disais, des blocages d'apprentissage. Et ces blocages d'apprentissage peuvent être les étiquettes qui ont été collées, pardonnez-moi la faute, hein, collées et voilà, par le handicap. Donc c'est là aussi, je vous renvoie sur ma chaîne principale où je parle justement de la dyslexie, et le gros problème, c'est le gros problème, le désavantage, ce à quoi il faut faire attention, c'est les étiquettes que l'on colle. Là aussi, nombre de coachs dans le collectif s'aperçoivent qu'un enfant, lorsqu'ils ont un enfant qu'ils ont en accompagnement, le blocage principal, ce sont les étiquettes qui ont été collées, qui ont été mis sur l'enfant. Oui, je suis dyslexique, je peux pas apprendre. C'est un trouble d'apprentissage. Oui, comme c'est vicieux, c'est un trouble d'apprentissage alors que ça n'en est pas vraiment un. Et donc, vous avez un enfant qui est en situation d'impuissance apprise. Voilà, tout simplement.
Donc, vous pouvez accompagner ces enfants, même si vous n'êtes pas un spécialiste de la dyslexie ou la dyscalculie ou du HPI ou du TDAH. Là aussi, TDAH, il n'y a pas de problème. Parmi le collectif, il y a des coachs qui reçoivent des enfants de 10, 11, 12, 13 ans, 16 ans, qui ont la bouge, voilà, ben ils sont accompagnés, ben ils bougent. Voilà, on fait un accompagnement, ils se lèvent, ils marchent. Il y en a même un qui allait dans le jardin aller chercher des fleurs, tout en faisant son accompagnement. Voilà, donc c'est tout à fait possible, tout simplement. Voilà, et donc je vous laisse ici aller voir la belle étude de cas, interview avec Meryl sur accompagner des enfants avec des troubles d'apprentissage, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Donc pensez, vous avez cette formation gratuite. Là encore, il ne s'agit pas de dire non aux enfants. Quand je dis faut-il accompagner tous les enfants, ça veut dire que quand vous prenez un enfant, vous le connaissez, bon, vous pouvez faire un tour d'horizon, bien entendu, de son environnement scolaire, de ses difficultés, etc. Mais tout ça, vous ne le voyez pas forcément. Tout ça, vous le voyez durant l'accompagnement. Et c'est pendant l'accompagnement, lorsque vous voyez que c'est un enfant qui est sous médoc, parce que des fois les parents ne le disent pas toujours, mais l'enfant est sous médoc, l'enfant suit une thérapie, ou pire, l'enfant est manipulateur. Donc là, quand les manipulateurs, vous arrêtez, parce que vous n'arriverez à rien. Mais dans les deux autres cas, parlez-en aux parents pour justement que les parents ne vous disent pas mais bon, on a fait le coaching, mais il n'y a pas d'effet. Si vous avez vous êtes occupé des blocages d'apprentissage, vous avez fait votre job, mais le fait d'avoir ces traumatismes ou ces médocs font que, évidemment, ça altère en partie ou tout en partie la scolarité de l'enfant. Voilà, c'est tout. Écoutez un pouce si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!